Bonsoir. Tous les Français connaissent ou croient connaître le Palais Bourbon, ce monument magnifique à Paris sur les bords de Seine qui abrite notre Assemblée nationale. C'est là que les députés débattent des lois, votent ou ne votent pas les textes qui leur sont proposés. Bref, c'est avec le Sénat le cœur battant de la vie démocratique du pays. Pourtant, si les murs du Palais Bourbon pouvaient parler, ils nous rafraîchiraient la mémoire et nous raconteraient bien d'autres histoires. Par exemple, l'origine de son nom, Palais Bourbon. Pourquoi le Parlement de la République est-il logé dans un bâtiment qui porte le nom d'une des plus grandes dynasties royales ? Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Depuis 300 ans, la politique, la guerre, mais aussi l'amour et les histoires d'alcôve ont eu pour décor les murs du Palais Bourbon. Commençons par sa construction. C'est bien la fille naturelle de Louis XIV et de sa maîtresse, Madame de Montespan, Louise Françoise de Bourbon, dite Mademoiselle de Nantes, qui fait édifier le bâtiment, et c'est son amant, le comte de Lassay, qui s'attribue l'hôtel du même nom, aujourd'hui la résidence officielle du président de l'Assemblée nationale. Voilà comment l'une des filles du roi Soleil va inconsciemment offrir un toit royal au débat républicain. Au fil des années, le Palais Bourbon devient la propriété d'un prince, d'un comte, d'un roi et, à la Révolution, si ses murs tremblent, ils ne tombent pas. C'est une nouvelle vie qui s'offre à lui. Une école d'ingénieurs, le Conseil des 500 et finalement la Chambre des députés. Comment ne pas être ému par la liste de ceux dont la voix résonnait en ces lieux? Jaurès, Clémenceau, Chateaubriand, Victor Hugo et Gambetta. Grâce à nos reconstitutions en 3 dimensions, nous allons comprendre comment le Palais Bourbon et l'hôtel de Lassay ont été pensés et construits. De la verrière de l'hémicycle jusqu'à la dalle en béton qui soutient l'ensemble du bâtiment édifié sur des marécages. Pousser toutes les portes du palais, c'est aussi découvrir les petits secrets des grandes heures de la République, où tant d'orateurs ont brillé et tant d'événements heureux ou tragiques se sont joués. Mais c'est aussi une quantité de trésors historiques, comme l'impressionnante bibliothèque décorée par Eugène Delacroix, qui pendant 9 ans va peindre l'un de ses chefs-d'œuvre à 15 mètres du sol. Et puis, des trésors moins connus comme le procès de la condamnation de Jeanne d'Arc ou la plus belle collection de manuscrits de Jean-Jacques Rousseau, tous conservés dans la chambre forte du bâtiment. C'est par ce large perron qu'on accède à l'hôtel de Lassay, et particulièrement regardez dans ce magnifique vestibule qui n'a jamais été remanié dans son volume depuis l'origine. L'hôtel de Lassay, qui est le siège officiel de la présidence de l'Assemblée nationale, eh bien, est l'un des plus beaux hôtels particuliers de la capitale, dont les impressionnants salons d'apparat accueillent encore aujourd'hui les personnalités étrangères officielles. Nous sommes au cœur de Paris, sur les quais de la rive gauche de la Seine. Niché dans un jardin de 3000 mètres carrés, à l'abri des regards, voici l'un des plus beaux palais de notre République et l'un des plus secrets. Tout le monde connaît évidemment l'Élysée, Matignon, tout le monde connaît le Palais Bourbon, mais finalement, l'hôtel de Lassay est relativement peu connu. C'est vraiment un lieu un peu confidentiel et en dehors du temps. C'est un petit bijou. Et quand vous rentrez, vous êtes ailleurs. Tout y est beau, luxe, calme et volupté. C'est un peu comme si
vous reveniez presque 200 ans en arrière dans ce beau XVIIIe siècle, avec une façade très élégante, très simple, aux lignes épurées. L'hôtel de la Sey est bâti au début du XVIIIe siècle, sous le règne de Louis XV. Ce joyau d'architecture, conçu sur le modèle des palais italiens, devient au XIXe siècle la résidence officielle du président de l'Assemblée nationale. Ce qui frappe, c'est que c'est beaucoup moins lourd que beaucoup de palais officiels. C'est une architecture très belle, mais en même temps très, très vivante, très légère. Et il y a dans ces lieux une harmonie, une beauté, un équilibre qui frappe, même si l'on n'est pas un esthète et un spécialiste de tout cela. Charles de Morny, fin collectionneur et spéculateur averti, devient alors président du corps législatif. C'est un personnage qui a su se positionner comme il le fallait auprès de son demi-frère Napoléon III pour accéder au pouvoir et également être dans toutes les bonnes affaires immobilières, nationales, voire internationales. Le duc de Morny étant un petit peu un intermédiaire obligé dès qu'on veut traiter avec Napoléon III et avec l'État, va faire de grandes affaires et va s'enrichir d'une façon qui aujourd'hui lui vaudrait les tribunaux. Mais il était absolument intouchable sous le Second Empire. Le duc de Morny fait de l'hôtel de la Sey un lieu dédié à sa gloire et à ses plaisirs. Il organise dans la galerie des fêtes des bals somptueux où se presse le tout Paris. Il crée même, sous le pseudonyme de Monsieur de Saint-Rémy, une opérette mise en musique par Jacques Offenbach. Et c'est dans les salons de l'hôtel de la Sey qu'a lieu le 14 septembre 1861 la première représentation de cette pièce légère. Le Palais Bourbon et l'hôtel de la Sey sont alors le théâtre du quotidien fantasque du duc et de ses relations amoureuses. La plus connue est celle qu'il entretient avec sa maîtresse officielle, Fanny Lehon, fille d'un riche banquier belge. Pendant 25 ans, elle est sa confidente, sa conseillère et son associée dans de nombreuses affaires immobilières. C'est ainsi qu'en 1860, le duc décide d'assécher le marais d'un petit village normand pour en faire, en à peine 4 ans, une cité balnéaire huppée. Deauville est créée, avec ses villas, son hippodrome, son port et sa ligne de chemin de fer qui la relie directement à Paris. À Paris, justement, le duc de Morny entreprend de nouveaux travaux à l'hôtel de la Sey et fait ajouter une seconde galerie à côté de la galerie des fêtes pour y exposer son impressionnante collection de tableaux. Morny est aussi un grand collectionneur. Il possède des Rubens, des maîtres italiens, une collection de toiles tout à fait exceptionnelle. Et comme sous le Second Empire, il ne se passe pas grand-chose dans l'hémicycle, les députés qui s'ennuient pourront aller admirer la collection personnelle de tableaux de leur président. Sous la Troisième République, des tapisseries des Gobelins remplacent les tableaux du duc de Morny. Mais sa galerie est toujours là et sert aujourd'hui de luxueux couloir pour se rendre au Palais Bourbon. Charles de Morny modifie également la salle à manger de l'hôtel de la Sey, qu'il rend encore plus somptueuse qu'elle ne l'était déjà. C'était la salle à manger du prince de Condé, mais elle était ovale, elle était structurée autrement. Morny l'a remaniée, redécorée, dans le style un peu chargé, un peu excessif, qui est la marque du Second Empire. Ça a un côté un petit peu oppressant, mais très luxueux. On fait étalage de richesse par un excès de dorure, par un excès d'ornement, en ajoutant du marbre. C'est tout cet esprit-là qu'on retrouve un petit peu dans cette pièce qu'on appelle encore aujourd'hui la salle à manger du duc de Morny. Alors on n'y mange plus. En revanche, on y entrepose cette table qui s'appelle le mille-pattes. Le mille-pattes parce que c'est une table qui se déploie et qui, disposée dans d'autres pièces, peut accueillir jusqu'à 100 couverts et donc qui est utile pour les grands repas diplomatiques, par exemple. Le duc de Morny meurt prématurément d'une bronchite aggravée le 10 mars 1865 dans sa résidence, ici, à l'hôtel de la Sey. Ses funérailles sont grandioses. Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise et c'est l'architecte français Viollet-le-Duc qui réalise sa chapelle funéraire.
Nous voici maintenant dans la galerie des fêtes qui n'a pas toujours eu dans l'histoire une vocation festive. Le XXe siècle va marquer le palais au fer rouge. Le 6 février 1934, des émeutes impliquant les ligues nationalistes éclatent à quelques pas de l'Assemblée nationale. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, le buste d'Hitler trône au perchoir et l'hémicycle est plein à craquer d'officiers nazis venus écouter le discours radiodiffusé du Führer. Plus tard, lors de la bataille pour la libération de Paris, le palais Bourbon est miné et risque de tomber. Et c'est le jeune Philippe de Gaulle, le fils du général, qui va pousser 400 officiers nazis à abandonner le combat. Voici donc les heures sombres de l'Assemblée, dont certaines blessures sont encore visibles sur les bâtiments. Après avoir traversé les guerres et les révolutions depuis l'époque de Louis XV, le palais Bourbon n'a jamais autant souffert qu'au siècle dernier. En janvier 1910, c'est d'abord une catastrophe naturelle qui le menace. Paris est submergé par une crue historique de la Seine. 12 arrondissements et 20 000 immeubles sont inondés. Le palais Bourbon, où siègent les députés de la Troisième République, est progressivement envahi par les eaux. Alors d'abord, ce sont les caves qui sont inondées, et bientôt la cour d'honneur elle-même est inondée. La partie où siègent les députés, où se trouve l'hémicycle, devient un îlot. On est en plein hiver, il y a de l'eau tout autour, il fait glacial, car bien sûr, l'inondation a détruit les installations de chauffage, a détruit les installations qui permettent d'éclairer à l'électricité. Mais les députés continuent pourtant de siéger. Un système improvisé de navettes assuré par des barques leur permet d'atteindre l'hémicycle. Les députés et le gouvernement se disent que si on abandonne le palais Bourbon, ça va donner le signal de l'affolement. Alors, ils décident de siéger dans le noir et dans le froid, en gardant leur manteau, leur paletot. Les députés continuent de siéger et l'un d'eux déclare même que si l'eau entrait dans l'hémicycle, il resterait à son banc debout sur son siège pour continuer à siéger. Après plusieurs semaines de décrue, le palais Bourbon est finalement sauvé des eaux, comme le reste de la capitale, au prix de dégâts considérables. Le 6 février 1934, l'Assemblée nationale est à nouveau en danger. Mais cette fois, c'est une foule d'émeutiers qui la menace. Une affaire de corruption impliquant des députés a mis le feu aux poudres. Le mois précédent, Alexandre Stavisky, un escroc notoire, a été retrouvé mort alors qu'il devait être jugé. L'enquête a établi qu'il entretenait des liens étroits avec plusieurs parlementaires de la majorité. Des groupes de droite et d'extrême droite se déchaînent alors contre le gouvernement de la Troisième République et des milliers de manifestants se rassemblent place de la Concorde, bien décidés à envahir l'Assemblée. À un moment, les manifestants veulent franchir le pont de la Concorde pour prendre d'assaut le palais Bourbon. Il y a des gardes mobiles qui sont installés et qui vont tirer. 14 manifestants et un policier sont tués lors des affrontements. Après des heures de guérilla urbaine, les forces de l'ordre parviennent à repousser la foule. L'Assemblée est sauvée in extremis. Cette journée d'émeute du 6 février 1934 a vraiment fait vaciller la République. La République s'effondre finalement 6 ans plus tard, après la débâcle de l'armée française contre les troupes hitlériennes. S'ouvre alors le chapitre le plus sombre de l'histoire du Palais Bourbon. En juin 1940, les soldats nazis entrent victorieux dans Paris. Ils investissent tous les lieux emblématiques de la capitale, dont l'Assemblée nationale. Aux yeux du monde, pour la propagande, c'est l'un des grands symboles de la démocratie mondiale depuis la Révolution française. Les Allemands ont mis un énorme drapeau nazi au-dessus de la Chambre des députés, au-dessus même de l'hémicycle.
Les Allemands installent une partie de leur administration au Palais Bourbon, mais surtout, ils utilisent l'Assemblée comme un outil de propagande. Ils déploient cette banderole géante sur la façade où il est inscrit en allemand « L'Allemagne vainc sur tous les fronts ». C'est un choc pour les Français, mais c'est un choc aussi dans le monde entier, et notamment aux États-Unis. Roosevelt interviendra d'ailleurs en remarquant que la démocratie était à terre en France et que c'était quand même très inquiétant. Dans cette guerre de l'image, les occupants se servent également de l'hémicycle. Ils y organisent plusieurs conférences mises en scène pour asseoir leur domination. Dans cet hémicycle, eh bien, on va voir s'installer des Allemands pour la plupart en uniforme, avec le brassard à croix gammée, des drapeaux de l'Allemagne hitlérienne tout autour. Ils vont venir écouter des conférences du Führer. À la tribune de l'orateur, on voit un énorme poste de radio qui retransmet ces conférences. Et puis à la place du président, un buste de Hitler. Ce sont des images très choquantes. Quand j'ai vu les documents, les photos, etc., je dois dire que ça m'a mis, pour parler vulgairement, un coup. Voir ce lieu de la démocratie être occupé par des militaires qui étaient le contraire même de la démocratie, c'est quelque chose, j'allais dire, d'épouvantable, qui vous prend aux tripes. C'est une image, évidemment, qui sert à humilier les parlementaires français, à dire aux Français, finalement, que le parlementarisme les a conduits à la déchéance, à la débâcle, à l'exode, et que les nazis prennent les choses en main. En 1942, le Palais Bourbon devient même un décor de cinéma au service de l'occupant. Ce film de propagande, qui prétend dénoncer un complot judéo-maçonnique, est tourné pour partie dans l'hémicycle par une équipe française de collaborateurs au régime nazi. De droite à gauche, ce Parlement ne représente que la corruption. C'est un film de propagande antisémite, anti-parlementaire, avec tous les poncifs du genre. On voit des séquences assez stupéfiantes de députés qui sont censés être tous comploteurs, tous juifs, tous maçonniques, et qui ont conduit la France au désastre. Le Palais Bourbon devient également à cette époque un symbole de la répression allemande. En mars 1942, la Galerie des Fêtes est transformée en tribunal militaire. 7 jeunes résistants communistes y sont jugés en public, pour l'exemple. La presse va être conviée parce qu'on veut rendre ce procès exemplaire. Il s'agit de jeunes communistes qui avaient tenté une action clandestine contre l'occupant et qui vont être condamnés à mort, ici même, dans l'enceinte du Palais Bourbon. Donc le symbole est terrible. Les condamnés ont 20 ans de moyenne d'âge. Ils sont fusillés le 9 mars 1942 au fort du Mont-Valérien, comme des dizaines de résistants pendant l'occupation. Le 25 août 1944, Paris est enfin libéré. Les hommes de la 2e division blindée du général Leclerc, aidés par des groupes de résistants, reprennent un à un les lieux symboliques de la capitale. Mais les Allemands retranchés au Palais Bourbon sont parmi les derniers à résister. Le Palais Bourbon formant une enceinte, c'est une citadelle naturelle. Il y a environ 400 soldats allemands en armes au palais et pendant toute la journée, ça tire de tous les côtés. Les troupes françaises envoient alors au Palais Bourbon un émissaire porteur d'un ordre de reddition. C'est un jeune officier de 23 ans, Philippe de Gaulle, le fils du général. Il arrive, il est tout seul. Il est tout seul, le fils de Gaulle, avec peut-être 1 ou 2 soldats.
et il ne sait pas s'il sortira vivant quand il arrive dans la cour d'honneur de la Chambre des députés. 75 ans plus tard, le 27 novembre 2019, Philippe de Gaulle revient sur les lieux, accueilli par le président de l'Assemblée, Richard Ferrand. Et voilà la grande salle. Voilà, c'est là. À 98 ans, le fils du général n'a rien oublié de ces instants où sa vie n'a tenu qu'à un fil. J'ai vu la porte s'ouvrir et un officier allemand, un grand homme, m'a fait signe d'approcher. Et ils n'ont pas demandé votre nom? Non, non, justement, Par chance. c'est par chance. Et c'est là où j'ai réalisé qu'on se retrouvait au milieu de 400 Allemands avec leurs bazookas derrière des sacs de sable. Et j'avais loupé le risque de ma vie. Ils pouvaient me faire disparaître dans la cave. Personne ne n'en entendait jamais parler. Ouais. Non, ils l'ont pas fait. Ils avaient envie de se rendre frère. Le 25 août 1944, en fin d'après-midi, les Allemands du Palais Bourbon rendent les armes. L'un des grands symboles de la République revient dans le giron de l'État français. L'hôtel de la Sey retrouve alors son faste et sa fonction première. Et sous la Ve République, les salons d'apparat accueillent tous les principaux décideurs politiques lors de grandes soirées mondaines. Les réceptions, les cocktails à l'hôtel de la Sey, le fait est que c'était les ors et la table de la République, incontestablement. C'était beaucoup plus spectaculaire que l'hôtel de Matignon pour le Premier ministre. Pendant les années 60 et 70, la garden party de l'hôtel de la Sey est aussi courue que celle de l'Élysée. Elle accueille jusqu'à 5000 invités. On croise alors dans l'immense jardin le gratin de la culture et de la politique. L'art de recevoir à l'hôtel de la Sey relève aussi de la diplomatie. Avec ses gardes républicains en grande tenue, c'est un passage obligé pour les dignitaires étrangers en visite en France. Lorsque un visiteur étranger, un président étranger vient, traditionnellement, il voit le président de la République, il voit le maire de Paris, il voit le Premier ministre et il voit le président de l'Assemblée. Ça fait partie du circuit, si j'ose dire, des visites officielles. Je me rappelle avoir accueilli Nelson Mandela dans le grand salon. Bon, alors, Mandela, c'était quand même un monument. C'était très émouvant. D'autres où c'était moins émouvant. Boris Elstine, bon, qui était toujours, j'allais dire, entre deux eaux. Non, dans son cas, c'était pas vraiment de l'eau. Lors des repas officiels, les invités sont reçus en grande pompe dans la galerie des fêtes. Ils ont droit au service en porcelaine de Sèvres et à une table dressée au cordeau. Des compositions florales sont même spécialement réalisées par les fleuristes de l'Assemblée. La Sey, c'est l'image de la France, avec ses arts de la table. Et donc, il faut répondre à cette attente. Beaucoup viennent là pour aussi avoir cette image de la convivialité française, de la réception française. La cuisine en sous-sol n'a pas bougé depuis le XVIIIe siècle. Une brigade digne des meilleurs restaurants étoilés y prépare des repas de haute gastronomie pour les invités du président de l'Assemblée. Celui qui vient vous voir, s'il est invité en France, on doit le traiter correctement. Ce ne sont pas toujours des grands démocrates. D'ailleurs, si on n'invitait que les grands démocrates, à mon avis, il y aurait pas mal de trous dans l'agenda. Ces réceptions officielles créent parfois la polémique. En 2007, des manifestants accueillent bruyamment un visiteur controversé à son arrivée à l'hôtel de la Sey. Invité en France par le président Nicolas Sarkozy,
le leader libyen Mouammar Kadhafi est reçu avec tous les honneurs par Bernard Accoyer. C'était une réception particulière, délicate, d'un chef d'État qui est pour le moins discutable. J'ai décidé de m'inscrire dans la démarche qui était conduite à l'époque. Était-elle bonne, était-elle mauvaise? L'histoire n'a pas encore fini d'être écrite, mais oui, bien sûr que on y pense. Le colonel Kadhafi obtient pendant cette visite la reconnaissance internationale qu'il recherche. Mais on lui refuse tout de même une demande jugée excessive. Je n'ai pas évidemment souhaité, même si lui-même le souhaitait, qu'il puisse aller dans l'hémicycle. Il voulait aller dans l'hémicycle, je ne l'ai pas accepté. Si l'hôtel de la Sey peut recevoir des personnalités contestées, l'hémicycle du Palais Bourbon est un symbole intouchable de la République. La salle des séances est le temple des lois où, texte après texte, se perpétue la démocratie. La parole est à Madame le ministre de la Santé. En 1974, c'est la loi dépénalisant l'avortement défendue par Simone Veil qui change le cours de l'histoire. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. Ça reste un grand moment, à la fois par la gravité et l'émotion que Simone Veil a su y faire passer. Elle a une qualité humaine, et elle a une profondeur qui est perceptible. Et puis il y avait la dramaturgie du sujet. Parce qu'aujourd'hui, tout ça paraît complètement banal maintenant. À l'époque, c'était considéré comme une transgression. En préparant le projet qu'il vous soumet aujourd'hui, le gouvernement s'est fixé un triple objectif. Faire une loi réellement applicable, faire une loi dissuasive, faire une loi protectrice. L'histoire de l'Assemblée nationale, c'est l'histoire de ces grands textes qui passent dans la douleur, mais on se rend compte 20 ans ou 30 ans ou 40 ans plus tard qu'il était bien que l'Assemblée nationale prenne l'initiative. En 1981, l'hémicycle est le théâtre d'un nouveau tournant historique quand le ministre de la Justice, Robert Badinter, se présente à la tribune. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Robert Badinter, c'est d'abord un immense orateur, avec une éloquence, une voix, un sens de la mise en scène aussi, exceptionnel. Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus, pour notre honte commune, des exécutions furtives à l'aube, sous le dais noir, dans les prisons françaises. Tout le monde était, au fond, impressionné par le discours et finalement assez fier de ce qui se passait parce que ça renouait avec la tradition française, les libertés universelles. Ça correspondait à l'histoire de la France. Si l'hémicycle connaît de grandes heures solennelles, c'est aussi une arène où la politique peut tourner à l'affrontement et à l'insulte. La parole est à M. Hollande. Monsieur Le Fay, on va écouter M. Hollande. Monsieur Gramet, taisez-vous. En juin 2006, François Hollande, alors premier secrétaire du Parti socialiste, s'en prend au Premier ministre Dominique de Villepin, affaibli par le scandale financier de l'affaire Clearstream. Pas de confiance dans le pays, pas de confiance dans la majorité, pas de confiance dans la presse. Dans une démocratie digne de ce nom, le chef de l'État ou le Parlement aurait mis fin à cette situation. Mais nous sommes dans le régime de l'irresponsabilité. François Hollande est à l'offensive et il fait de la provocation, comme d'ailleurs font toujours les leaders de l'opposition, quelles que soient les oppositions et quelle que soit la majorité au pouvoir. François Hollande cherche à faire sortir de ses gonds Dominique de Villepin et il y parvient. Je dénonce, Monsieur Hollande, la facilité, et je dirais même, en vous regardant, la lâcheté
la lâcheté Asseyez-vous. qu'il y a dans votre attitude. Dominique de Villepin, qui est moins habitué que Hollande au jeu des incidents, s'est mis à hurler, à injurier. Je le redis, Asseyez-vous. la lâcheté. Asseyez-vous. On voit son regard exorbité. Il a, comme on dit vulgairement, pété les plombs. Vous vous en n'avez prie. jamais assumé Arrêtez. véritable Asseyez-vous. politique Asseyez-vous. industrielle dans notre pays. Asseyez-vous. Vous avez 500 députés qui sont là, ça crie, on s'envoie des noms d'oiseaux, et on a levé la séance. Ces joutes parlementaires ont toujours lieu le mercredi, lors des séances télévisées de questions au gouvernement. Pour les ministres interpellés dans l'hémicycle, pas le droit à l'erreur. Un exercice délicat, même pour le ténor du barreau Éric Dupond-Moretti, nouveau garde des Sceaux, qui subit pour sa première séance un bizutage en règle. Vous avez la parole. Non, je vous en prie, c'est déjà compliqué pour moi, c'est une première, mais je vais vous répondre. Est-ce qu'on décompte les interruptions? Non, on ne décompte pas. Ah, ben voilà. On souffre en silence. Les débats houleux et les échanges musclés entre députés sont depuis toujours le signe d'une démocratie en bonne santé. Et pour permettre cette liberté de ton et d'idées, vous allez voir que des centaines de personnes s'organisent au quotidien. « 577 députés siègent ici et autour d'eux, c'est un village qui s'organise au quotidien. Voici le fonctionnement interne de cette ruche bien organisée où de l'horloger aux pompiers en passant par le bureau de poste, chacun tient son rôle. Chaque matin à 8 h, c'est le même rituel au Palais Bourbon. La relève de la garde qui sécurise l'Assemblée nationale. Depuis le 19e siècle, cette mission très sensible est confiée au 2e régiment d'infanterie de la garde républicaine. Des gendarmes placés sous l'autorité directe du président de l'Assemblée. N'oublions pas l'histoire. Il y a eu des moments où la démocratie était menacée. Et quand la démocratie est menacée, évidemment, on menace le Palais Bourbon. Et donc, on est obligé d'avoir des moyens militaires qui vous permettraient, à vous, président de l'Assemblée, si la démocratie était menacée, de la protéger. C'est pour les derniers? Bon, c'est coursive. Vous êtes 4, donc vous êtes autonome. C'est bon pour tout le monde, il y a des questions? Allez, rompez les rares, bon courage. Ils sont une centaine de femmes et d'hommes à assurer cette mission de surveillance jour et nuit. Rémi a 34 ans. Après 8 années d'armée de terre, il a intégré la garde républicaine il y a 1 an et demi. Chaque tour de garde dure 24 heures, entrecoupé de quelques heures de sommeil dans cette petite chambre spartiate. Mais ce n'est pas pour le confort que Rémi s'est engagé. Tous les jours, on a l'impression de participer à la sécurité de la démocratie. Ça contribue au fait d'avoir envie de venir travailler le matin. Oui. Aujourd'hui, Rémi commence sa journée de travail en bas de la colonnade du Palais Bourbon. C'est sympa de travailler dans ce genre d'environnement. Dans des lieux d'exception comme ceux-là, on ne peut pas y rester insensible, quoi. Au cours de la journée, les gendarmes changent régulièrement de poste pour conserver toute leur vigilance. Okay. Bon, allez, bon courage. Allez, à tout à l'heure. Rémi relève sa collègue pour un tour de garde d'1h30. Le terrorisme est la principale menace à laquelle ils doivent faire face. Mais lors de conflits sociaux, l'Assemblée peut aussi devenir une cible. Pendant une manifestation en 2019, Rémi a même été blessé alors qu'il tentait d'empêcher une intrusion. Quand il a fallu les repousser, malheureusement, j'ai été blessé au niveau de la main gauche. J'ai reçu un coup d'une planche en bois de chantier. Voilà, faut savoir prendre des coups. Ça fait partie du travail. La garde républicaine n'est pas la seule à veiller sur le Palais Bourbon. Dans les sous-sols de l'Assemblée,
Xavier et ses collègues font face à une toute autre menace. Alors ici, vous êtes au PC sécurité incendie du Palais Bourbon, qui est situé sous l'hémicycle. L'hémicycle est juste au-dessus. 6 pompiers de Paris sont en poste 24 heures sur 24 pour protéger le Palais Bourbon et l'hôtel de la Sey. Près de 50 000 mètres carrés, équipés de dizaines de caméras et de milliers de détecteurs de fumée. Tous reliés à ce logiciel. Pour sauvegarder ce patrimoine inestimable, les pompiers n'ont jamais été aussi mobilisés. L'incendie qui a ravagé Notre-Dame à moins de 3 km de l'Assemblée est dans tous les esprits. Ça nous rappelle que ça peut arriver. Notre-Dame, c'est comme le Palais Bourbon, il était sécurisé par un système de sécurité incendie. Malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc nous, oui, ça nous sensibilise sur le fait qu'on doit être quand même consciencieux et être vraiment vigilant. C'est bon ? Le plus compliqué à surveiller, ce ne sont pas les lieux emblématiques du Palais Bourbon, mais les kilomètres de couloirs qui serpentent sous l'édifice sur 5 niveaux différents. Ce sont essentiellement des galeries techniques dont les plus anciennes sont là depuis la création des bâtiments au XVIIIe siècle. Les rondes des pompiers sont quotidiennes pour vérifier le bon fonctionnement de centaines d'extincteurs et de lances à incendie. Au début, on est perdu, c'est sûr, hein, c'est un vrai labyrinthe. Si vous voyez, on est complètement calfeutré, on ne sait pas exactement où on est. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de repère. Donc à connaître, c'est vraiment une difficulté. Et c'est l'importance aussi des rondes qu'on fait, c'est vraiment de s'approprier ces locaux et de maintenir ses connaissances à jour. Au cours de leur ronde, les pompiers ont aussi rendez-vous avec l'histoire parfois insolite des lieux. Comme cet abri anti-aérien, bâti dans les années 1930 et dont les portes massives sont toujours en place. La première fois que je suis arrivé ici, je ne savais pas ce que c'était. Je me dis, c'est quoi ces portes? Pourquoi ils ont mis ça là? C'est en me renseignant après que j'ai su que c'était un ancien bunker pour les attaques aériennes de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça fait quand même quelque chose de savoir que des gens, à cette époque, ont vécu ici dans la crainte de se faire bombarder et qu'ils ont construit tout ça. Le Palais Bourbon, c'est un livre d'histoire ouvert et c'est toujours intéressant de tomber sur des reliques comme ça fait toujours plaisir. Mais l'Assemblée nationale n'est pas qu'un patrimoine à défendre. C'est aussi une petite ville qu'il faut faire vivre au quotidien. Au cours du XXe siècle, elle n'a cessé de s'étendre au-delà de ses murs d'origine. Elle occupe aujourd'hui plusieurs immeubles du 7e arrondissement. Une nécessité pour loger les bureaux de 577 députés et des 2500 personnes qui travaillent pour cette administration géante. Ce qui frappe surtout, c'est que c'est un ensemble qui doit pouvoir quasiment vivre en autarcie. Alors que vous avez un coiffeur, vous avez le médecin, vous avez toute une série de services. Le Palais Bourbon a même son propre bureau de poste, qui traite autant de courriers que celui d'une ville de 40 000 habitants. Son patron, Jean-Louis Delors, travaille pour l'Assemblée depuis 25 ans. Il ne changerait d'affectation pour rien au monde. C'est une vraie émotion quand je rentre tous les matins, que je traverse la cour d'honneur. Je remercie d'être là, puisque ça se ressent dans ma voix. D'ailleurs, j'ai une émotion parce que, évidemment, je sers des gens quand tout le monde ne sert pas. C'est pas un bureau lambda, c'est pas un bureau de quartier. Le courrier des députés est la priorité du service. Chaque parlementaire a son casier personnel. Et pour leur offrir le meilleur accueil possible, les 15 employés de la Poste se font un devoir de reconnaître chacun de leurs 577 visages. Puisque quand ils viennent en visite, la chose importante, c'est de les appeler par leur nom pour faire voir qu'ils sont connus. Alors évidemment, on a une petite facilité, on a un trombinoscope. Quand on a du temps libre, on regarde le trombinoscope, on regarde la tête, on cache le nom, on essaie de retrouver le nom. Et puis voilà, c'est comme ça qu'au bout de quelques semaines, on les connaît et ça fait partie de notre travail. Voici sans doute l'homme qui connaît le mieux l'Assemblée nationale. Depuis 25 ans, il est ici comme chez lui.
Chaque semaine, Norbert vient au chevet de très vieilles patientes. J'écoute son cœur. J'ai besoin de savoir si dans la semaine, elle a bien fonctionné, le ressort s'est déroulé tranquillement et son rythme bat. C'est comme un métronome, en fait. Norbert est pendulier, comme son père et son grand-père avant lui. Il entretient les 82 horloges du Palais Bourbon et de l'hôtel de la Sey. La plupart sont des modèles rares du XVIIIe et XIXe siècle. Et voici sa préférée. C'est une énorme garniture de cheminée qui a été faite entre 1812 et 1830. Elle a une particularité, c'est qu'elle donne l'heure sur deux côtés. Vous avez l'heure ici et vous avez aussi l'heure sur l'autre côté. C'était une grande technologie de faire ça à l'époque. Norbert remonte et remet à l'heure ses bijoux de précision qui ne retardent que de quelques minutes par semaine, malgré leur grand âge. Des objets presque vivants, dont le luxe apparaît dans chaque détail. Elle a de très grandes aiguilles parce que ce sont des aiguilles travaillées. Toutes les aiguilles sont faites à la main. C'est un travail d'orfèvre. Quand on voit la finesse et le dessin d'une aiguille, c'est magnifique. Et ces horloges ne sont qu'une infime partie du trésor patrimonial de l'Assemblée nationale. Pour entretenir le Palais Bourbon et l'hôtel de la Sey, une importante campagne de travaux vient d'être lancée pour un coût total de 25 millions d'euros. Bonjour, Monsieur le Président. Merci Bonjour, de nous Monsieur accueillir Berne. à l'hôtel de la Sey. Vous avez commencé une grande campagne de restauration. En quoi c'est important de maintenir ce monument en état? Ces lieux appartiennent aux Françaises et aux Français. Il est donc important que ces lieux qui recèlent l'histoire de notre pays, de la République, soient maintenus en bon état. Parce que les députés, les présidents passent, mais le patrimoine des Français reste et il est chargé, imbibé de cette histoire. Vous voici maintenant chef de chantier, en quelque sorte, puisque c'est à vous qu'incombe cette responsabilité assez écrasante. Ça va prendre combien de temps? Quelles sont les modalités? Alors, nous sommes amenés à conduire des travaux de différentes natures. Il y a d'abord les travaux de la verrière de l'hémicycle, qui prend l'eau et qui donc altère la structure, l'architecture, etc. Donc nous allons devoir faire cela. Il y a également les peintures de Delacroix qui sont à la bibliothèque, qui sont dans la salle des pas perdus, qui sont même ici, et qui parfois s'altèrent. Et nous avons donc le devoir de faire en sorte que ce patrimoine des Français soit maintenu en bon état. Puis il y a l'hôtel de la Sey, qui lui aussi commence à vieillir un peu, puisque les derniers travaux datent des années 2000. Et au fond, quand je serai amené à quitter cette maison au début de 2022, je lancerai les travaux. Mon successeur en sera un tout petit peu gêné, mais ça signifiera qu'au fond, j'aurai souffert de ces travaux au premier semestre de 2022, et lui en souffrira au deuxième semestre de 2022. Mais enfin, le patrimoine vaut bien un effort de la part du sortant et de la part de l'entrant. Et c'est ça aussi, la continuité de la République. J'avais une question, Monsieur le Président, sur justement ces lieux. Tous les présidents de l'Assemblée nationale n'ont pas habité l'hôtel de la Sey de la même façon. Certains, dans l'histoire, comme le duc de Morny, ont été très fastueux. Vous vous situez comment sur cette échelle entre les plus fastueux et les plus sobres? Ma nature et l'époque, comment je vais dire, imposent une certaine sobriété. Les fastes de la République, c'est un souvenir. Parce que, au fond, aujourd'hui, que les institutions vivent fastueusement serait assez peu acceptable. Moi, je reçois beaucoup de députés, parfois des ministres, etc., qui viennent pour travailler, etc. Mais ça fait longtemps que personne n'a dansé ici dans la Galerie des Fêtes, croyez-le bien. Les murs du Palais Bourbon et de l'hôtel de la Sey n'ont pas fini d'être les témoins privilégiés
des grands moments de la vie parlementaire de notre République. C'est pour cette raison que ces murs ont besoin d'être conservés, restaurés et visités aussi par tous les citoyens qui ont accès au Palais Bourbon, notamment lors des séances du mercredi. Le Palais Bourbon, c'est le palais des représentants de la nation. C'est donc la maison du peuple. Tant que ces murs seront debout et tant qu'on y entendra les débats, même les plus houleux, cela signifiera que la démocratie est en bonne santé. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous très bientôt sur France 2.